vais tout de suite donner la parole à Yves Bertoncini, qui ici est l'indépendant du débat, je ne sais pas, il nous dira, mais du coup qui a un regard à travers ses fonctions de président du mouvement européen et sa connaissance du coup franco-allemand, mais aussi de toutes les cultures politiques de ce qu'est l'Union, des lits de force, des dynamiques, des débats qui ont lieu dans notre scène européenne. Et je vais lui donner la parole le premier pour poser un peu le cadre européen de ce débat sur l'avenir des politiques communautaires. Merci, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Christophe. Merci à vous d'être là. Je me permettrai, même si le temps est compté, d'avoir une pensée pour commencer pour Henri Weber, avec qui j'avais noué depuis une quinzaine d'années un dialogue riche, contradictoire souvent, mais bienveillant. Et je pense que sa clairvoyance et son humanité nous auraient été bien utiles justement pour aborder ce beau débat. Alors je vais y rentrer de manière assez rapide et directe, puisque le temps est compté, je le disais. Je pense qu'il faut parler bien près de la micro qui va prendre la main. Peut-être je vais le prendre, voilà. On est toujours un peu inquiet avec un geste barrière. Mais... Vous avez, cher Christophe, commencé ce débat en posant une question que je pourrais trouver paradoxale, parce que en même temps, dire que le pacte vert européen, puis le plan de relance, ça va dans la bonne direction, j'y souscris, et évidemment ça va dans la bonne direction, et tant mieux, même si, première chose, il faut encore mettre en œuvre tout ça. Aussi bien le pacte vert européen que le plan de relance, on a ici des eurodéputés qui sont à la manœuvre pour ça. Mais il y a deuxième sous-question, bien sûr cette Europe nouvelle elle est mieux que celle d'avant, mais est-ce que celle d'avant ne valait pas qu'on la défende? Et je saisis au passage la référence au dogme budgétaire. Bon, les 3%, ça n'a jamais été un dogme. Il n'y a que nous qui le croyons. Je signale que sur les 20 dernières années, la France a été 7 fois sur 20 en dessous des 3%. 13 fois sur 20 en dessus. Ça prouve bien que ce n'est pas un dogme. Non, c'était juste un engagement politique pris par le peuple français lors du référendum à Maastricht, renouvelé ensuite, que nous n'arrivons pas à tenir pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Je ne suis pas sûr que ça ait résolu aucun de nos problèmes structurels de n'avoir pas tenu nos finances publiques depuis 15-20 ans. Je le dis au passage, c'est juste pour dire qu'il y a des changements, ils vont dans la bonne direction, mais qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain à mon sens. Premier changement, vous l'avez dit, le plan de relance, l'Europe économique. C'est très bien, il y a eu des interventions de la Banque centrale européenne, notamment, d'abord, on va parler. Ce n'était pas la première fois, dans la crise financière précédente, elle avait déjà agi. Il y a eu des programmes d'aide entre le Conseil des ministres de l'Eurogroupe et le Parlement européen, par exemple l'aide au chômage partiel. Il y a eu, en effet, l'assouplissement des règles, bien sûr, qui ne sont pas des dogmes, mais qui sont des règles sur le déficit public, les aides d'État, et tant mieux. Et puis il y a ce plan de relance, donc 750 milliards d'euros qui vont être dépensés lors des 3 prochaines années. Ça rajoute quasiment un budget de plus au niveau européen par rapport au budget traditionnel qui est encore en discussion. Et donc, oui, tant mieux que ce plan de relance existe. C'est une Europe plus keynésienne, on en avait besoin. C'est quelque chose qui va dans le sens des thèses françaises. Le mouvement allemand qui est à souligner. C'est vrai que ce sont les circonstances qui ont dicté ces changements. Il ne faut pas non plus surestimer l'impact que ça peut avoir. On a eu dans la crise précédente l'Europe FMI, le plan de sauvetage. C'est pas quelque chose qui était extrêmement valorisant politiquement. C'était un mal nécessaire peut-être. Il y a eu plein d'erreurs commises. On préfère célébrer le plan de relance que les plans de sauvetage, bien sûr. Mais enfin, le plan de relance, il va encore falloir qu'il soit mis en œuvre. Il faut qu'il assure la transition digitale, la transition écologique. Le match n'est pas encore joué. Ça va quand même être une aide substantielle en France. 40% des 100 milliards qui vont nous être détaillés la semaine prochaine viendront de ce plan de relance. Je veux juste dire, pour terminer là-dessus, que non, ça va dans la bonne direction, mais que, voilà, je l'ai dit sur les 3%, je pourrais le dire aussi sur l'union économique et monétaire, sur le marché unique. Il y a déjà, avant ce plan de relance, une Europe économique et sociale qui n'a certes pas que des qualités, mais pas non plus que des défauts. Et je dirais juste une chose, heureusement qu'on avait l'union monétaire, y compris dans la crise récente, parce que l'union monétaire, elle nous a protégé de la spéculation financière, elle nous a protégé de la guerre des monnaies. Regardez ce qui se passe sur les frontières, ce qui se passe en ce moment. Si on avait encore le franc aujourd'hui, on serait dans une situation très difficile. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur l'Europe écologique.
Le pacte vert européen, c'est la priorité principale de la commission von der Leyen. Je crois qu'on le voit beaucoup à la gauche et au vert. Parce que Mme von der Leyen, qui est un peu sortie du chapeau des chefs d'État et de gouvernement, elle s'est cherchée une majorité. Et que c'est parce qu'elle avait besoin des sociodémocrates, des socialistes et des verts qu'elle a mis le pacte vert aussi haut. Donc ça va dans la très bonne direction, c'est une Europe plus régulatrice. Simplement, voilà, ce sont la neutralité climat à l'horizon, neutralité carbone à l'horizon 2050, la protection de la biodiversité, ça reste à mettre en œuvre désormais. C'est négocié, le Conseil des ministres, Parlement européen, ce sont des bonnes intentions, des bonnes directions, mais ce sont, là aussi, c'est comme le plan de relance, c'est un essai à transformer. Je dirais que plus globalement sur les sujets, je vais vraiment vite, hein, vu le temps écologique, la crise du Covid-19 va nous conduire à approfondir la réflexion. Parce qu'au fond, on a mis un peu l'économie en pause, ça ne peut pas durer, hein, il faut bien reprendre, évidemment, relancer. On voit bien que ça a eu des effets positifs sur le climat, ponctuels. La question maintenant qui est posée, c'est est-ce qu'on repart comme avant? Est-ce que, notamment, tout ce qui relève des échanges commerciaux internationaux, la stratégie commerciale européenne doit être conduite comme avant? Est-ce qu'il faut continuer cette course vers la maximisation du profit, les localisations, la fragmentation des chaînes de valeur? Sans doute pas, c'est un grand débat, mais c'est intéressant que le Covid-19 le replace au centre et qu'il ait lieu au niveau européen. Je veux juste dire, pour terminer sur ce point aussi, que là encore, ça va dans la bonne direction, mais n'oublions pas l'Europe d'avant. L'Europe d'avant, elle n'était pas si mal. Je prends un exemple. Regardez, la chasse à la glu, ça a défrayé la chronique dans notre pays récemment. L'Europe, bien souvent, elle a été mieux disante que la France en matière environnementale, et ça fait longtemps. Hein. Voilà. La France a pris des amendes, hein, parce que sur la taille des filets dérivants en matière de pêche, dans d'autres secteurs, l'Europe, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal, et la chasse à la glu le montre. Hein. Une fois de plus, les autorités françaises, pour des raisons qui leur appartiennent, ont un peu tergiversé, mais enfin, il y a quand même un engagement européen qui est assez clair, et on se conforme au droit communautaire. Et tant mieux. De ce point de vue-là. Je voudrais quand même terminer par un enjeu, un défi, pour ajouter à ces deux-là, qui est le défi démocratique, parce que d'après, je disais, on ne la construira pas en reniant l'Europe d'avant. Mais enfin, il y a une Europe d'après à définir. Je crois qu'il faut, et la crise nous le montre, tirer quelques leçons démocratiques de ce qui s'est passé. Le pacte vert européen, c'est issu d'une négociation politique après des élections européennes. Là, il y a eu un mécanisme, une coalition, un contrat de coalition qui s'est mis en place. Le plan de relance, on l'a bien vu, ces 4 jours, 4 nuits de négociations. On ne va pas dire que c'est à huis clos, parce que c'est quand même suivi, mais enfin, c'est quand même pas extrêmement idéal la façon dont tout ça se passe. Je crois que ça montre que pour l'Europe, comme pour la France d'ailleurs, il y a des défis démocratiques à relever, et je crois que la gauche d'après est assez bien placée pour les relever. Au niveau européen, il y a des choses à faire, hein, notamment en matière de transparence des modes de décision, pas qu'au Conseil européen, au Conseil des ministres, dans les comités de la Commission, qui prennent beaucoup de décisions en matière environnementale et financière. Mais je crois, et je terminerai là-dessus, qu'il y a aussi beaucoup à faire en France, parce qu'au fond, on a quand même une exception démocratique française, un chef d'État tout puissant qui ne rend pas de compte. Mme Merkel rendait compte au Bundestag. Tous les chefs d'État et gouvernement rendent des comptes, et pas le nôtre. Le nôtre, quand il fait quelque chose, il peut toujours s'inviter au journal de TF1, ce qu'il a fait, tant mieux qu'il l'ait fait. Enfin, c'est un peu court, jeune homme, j'ai envie de dire. Et je crois que là, il y a quelque chose à faire pour démocratiser, non pas seulement l'Union européenne, mais la façon dont en France, les affaires européennes sont gérées avec davantage de rôle pour le Parlement. C'est un problème qui dépasse les seules questions européennes, hein, sur la gestion de notre cher et vieux pays. Mais voilà, je voulais signaler cela dans ce propos introductif, et je vous remercie de votre attention. Merci. Comme votre masque est tombé à terre, il y a un cadeau d'une militante socialiste pour un masque propre. Et on a des lingettes. Des lingettes. Et on a des lingettes pour les micros, si vous souhaitez. Hop. Merci. Je vais donner la parole à Connie, en le remerciant d'avoir accepté de se prêter à l'exercice
puisqu'on devait avoir Udo Bullmann avec nous, donc le président de la délégation allemande au Parlement européen, et l'ancien président du groupe. Et Udo, pour des raisons de contraintes sur les déplacements liés au Covid, n'a finalement pas pu venir, puisque vous savez, la situation évolue chaque jour, notamment en Allemagne et en Belgique, par rapport au regard porté sur les régions françaises. Et qu'est-ce que ça veut dire de revenir d'une région française? Donc Udo nous a envoyé un petit courrier adressé à Olivier Faure, et je voudrais en citer juste quelques lignes. Et Udo nous dit « L'accord de juillet, historique, n'est certainement pas parfait, et nous voulons et devons l'améliorer dans les négociations à venir. Nous le ferons et nous aurons besoin du soutien de toutes et tous dans cette bataille politique qui sera difficile. Il n'en reste pas moins que la page de l'austérité est définitivement tournée. Nous devons maintenant nous battre pour ne pas gâcher cette crise et la mettre au service d'un véritable changement. Mieux, une transformation profonde du modèle de développement. Nous ne pourrions pas accepter un retour à la normale, car justement, et bien avant le coronavirus, nous avions dénoncé avec force un modèle de croissance économique basé sur la destruction des ressources naturelles et de la biodiversité, fondé sur l'exploitation des travailleurs et des peuples, vecteur de globalisation injuste et sans règles. Donc voilà, le paysage est posé, et du coup la question à Kunis, c'est après les élections européennes, la séquence de négociations évoquée par Yves, comment on continue cette dynamique et comment on peut mobiliser des forces en Europe pour faire avancer encore nos idées. Tu as la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir en France de discuter de l'Europe, de la construction européenne. Pour moi, c'est pas nouveau. Bien qu'en tant qu'Allemand, j'ai travaillé à la Ligue de l'enseignement pendant de longues années, et je me souviens des années 90, quand les siècles Condorcet avait cette fameuse réflexion l'Europe pour ou contre nous, et tous les autres débats qu'on avait au sein du CNAGEP, parce qu'en tant qu'Allemand, pendant quelques années, j'avais le plaisir de représenter le comité français au Forum jeunesse européen. Donc, vous voyez, c'est toujours entre les deux pays. C'est pour ça que quand on me regarde, quand on parle de Merkel et on me regarde, je ne me sens pas forcément concerné. Je ne l'ai pas élu. Mais effectivement, il y a des choses qui changent. Et ça, je ne vais jamais prétendre pouvoir remplacer Udo Bullmann. C'est Udo Bullmann. J'ai un autre passé, mais on est dans le même parti, on partage beaucoup d'idées, beaucoup de convictions. C'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir un débat, un regard sur l'Europe. Pour commencer, déjà, je ne suis pas sûr de ce que Udo a dit, je pense que ce serait bien, l'austérité. Moi, au moment du déclenchement de la crise, du début du confinement et des réflexions, comment on allait répondre, je me suis dit, la première réflexion, c'était est-ce qu'on ne va pas retomber dans le même excès qu'avec la crise financière de 2008? Est-ce qu'à la fin, ils ne vont pas revenir à nous imposer pour le pacte de stabilité et de croissance, qui était quand même la référence numéro 1 dans la stratégie européenne qu'on avait toujours oublié, mais effectivement, et c'était toujours dit de rester scrupuleux, est-ce qu'on ne va pas dans la relation de force qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on peut vraiment clore le chapitre de la politique d'austérité? Moi je crois qu'il faut être très très vigilant, et je compte sur les camarades au Parlement, comme je compte aussi sur les militants dans les partis, de veiller vraiment sur cette idée-là, parce qu'on ne pourra pas répondre à l'avenir aux défis qu'on confrontera. On a 750 milliards, c'est une somme énorme. Et quand on veut lancer un pavé dans la mare, dans une réflexion, je me suis permis dans un débat de dire voilà, ça c'est la réponse à la première vague. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une deuxième vague? Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Et effectivement, la question aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Est-ce que c'est pour combler des déficits? C'est un débat en Allemagne en disant voilà, est-ce que ça ne va pas servir à éponger la dette des Italiens et aussi des Espagnols, alors que ça n'a rien à voir avec des questions de crise de Covid, ça n'a rien à voir avec des questions structurelles. C'est un débat. Et effectivement, je crois la vigilance, la deuxième, c'est de savoir à quoi ça va être utilisé. Je crois dans le débat qu'il y a sur maintenant les négociations sur les 750 milliards et aussi les plans de financement pluriannuel, la question est effectivement où on prend les moyens. Et en tant que, pendant longtemps, on est toujours très attaché à la société civile sur le plan européen et international, effectivement, on voit déjà une conséquence que je trouve dramatique et drastique,
C'est-à-dire qu'on va passer à une réduction des programmes de financement qui sont des financements, par exemple, des programmes européens, comme Horizon, comme Erasmus et d'autres. Et effectivement, en même temps, on discute de la fameuse conférence de l'avenir de l'Europe. Là aussi, bon, c'est samedi matin, je peux provoquer un petit peu. En 20 ans, j'en ai assisté certainement à 25 conférences de l'avenir de l'Europe. Non, ça c'est, effectivement, ça vaut la peine de voir ce débat et le mouvement européen et d'autres institutions sont bien impliquées et veulent de ces débats. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui va nous ouvrir, comme dirait Coluche, le schmilblick? Je ne suis pas convaincu, je reste dubitatif, et je reste surtout dubitatif puisque hier, il y avait un anniversaire très important dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'était l'anniversaire des Hegel. Et je crois effectivement avoir une vision dialectique des choses, ça peut aider, parce qu'un train peut en cacher un autre, et effectivement quand on voit le train passer avec les 750 milliards de bravo, c'est quelque chose, on peut avancer, mais derrière il faut voir à quoi ça va être utilisé, à quelle fin, et au détriment de quoi. Effectivement, il y a des progrès qui étaient faits, et qui a fait allusion aux choses aussi qui se sont passées en Allemagne. Et bon, on a, et je pense que c'est une différence très importante aujourd'hui, mon parti commence à se positionner un peu différemment sur la question européenne. Ça, on ne le dirait pas comme ça, mais moi je peux le dire comme ça. Parce que pendant très longtemps, quand Merkel a fait des interventions au Bundestag en Allemagne, notre parti ne s'est pas désolidarisé de la chancelière avec laquelle on s'est trouvé dans cette coalition. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Sans se démarquer, il y a quand même un pas énorme qui a été fait par Olaf Scholz, qui, quand il est arrivé au pouvoir, j'étais aussi encore un point un peu provocateur, j'ai dit, après le zéro noir de Schäuble, on va se payer le zéro rouge de Olaf. Et Olaf, pendant très longtemps, il est resté très tranquille, mais il a changé les choses déjà au sein de son ministère, où il a composé une équipe progressiste, une commission progressiste qui était et d'autres, pour faire la différence avec son prédécesseur et ses prédécesseurs, numéro 1 et numéro 2. Il a saisi le moment opportun pour effectivement dire qu'il faut investir. Et il faut casser cette spirale du pacte de stabilité et de croissance pour investir intelligemment dans l'avenir. Et là, on arrive à la transition. La transition écologique dont tout le monde parle. Moi, j'ai toujours un petit problème. Pourquoi on parle toujours du Green Deal? Un Green Deal, comme moi je l'ai dit, c'est comme si je disais le vote vert. J'ai rien contre les verts, mais où est la touche rouge dans tout ça? Est-ce que c'est un melon avec un peu de vert autour et avec beaucoup de rouge à l'intérieur? Et moi, je crois que ce serait bien qu'on ait ce melon-là, parce qu'à l'intérieur, si vraiment on veut une transition juste, on a besoin de beaucoup de rouge à l'intérieur. Et c'est là que notre famille politique, elle est quand même, elle doit avoir le sens de la responsabilité. Ce qui m'emmène à l'autre point. Effectivement, je crois on peut saluer l'effort qui a été fait par Pedro Sánchez et d'autres au Conseil. Néanmoins, il faut faire attention un petit peu à deux choses. La première chose, j'ai du mal, quand je lis toujours les lendemains qui chantent, ce Twitter dans des publications, j'ai obtenu pour mon pays tant d'argent. Personne ne dit j'ai obtenu pour l'Europe. C'est toujours la même chose, c'est pendant des décennies, c'est pareil, que ce soit un chancelier allemand, que ce soit un président français, c'est toujours après le Conseil, c'est moi, j'ai obtenu pour mon pays. Le jour qu'ils vont se mettre devant la presse en disant j'ai obtenu pour l'Europe, je crois là, vraiment on avancerait, et en fait, ce qui s'est passé, oui, il y avait un compromis, mais le compromis était douloureux, et notre famille politique, elle n'était pas toujours très unie dans tout ça, et on se souvient des débats sur l'austérité. Peut-être pour une dimension culturelle des luthériens nordiques ont un peu de mal avec les péchés de dépassement budgétaire, mais en fait, il y a toujours eu un peu de tension, de division, et je crois que c'est ça quelque chose où il faut vraiment faire attention à l'avenir, que la famille politique reste unie, et effectivement qu'au sein aujourd'hui, et pour ça aussi j'ai accepté l'invitation, je crois que le dialogue franco-allemand, il est très important. Le dialogue franco-allemand, on se souvient d'un certain nombre de chanceliers, des présidents français, à commencer avec Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing, qui à l'époque avaient inventé le serpent monétaire, on s'en souvient, les vieux.
Il y avait Kohl, Mitterrand et d'autres. Quand c'était deux socialistes et social-démocrates, c'était toujours un peu difficile, ce que j'ai toujours regretté, mais on a besoin de ce dialogue franco-allemand et je crois effectivement qu'on en est en plein dedans et c'est pour ça que l'avenir de l'Europe dépendra beaucoup de ça. Pour terminer, quelques réflexions pour dire des thématiques dont je ne suis pas expert, mais effectivement qu'il faut aborder. Tu as parlé, Yves, de la question de la démocratie. On a quand même un problème. Ça fait maintenant quand même longtemps, quelques années, que nous observons les dérives autoritaires en Pologne et en Hongrie. On a deux problèmes. Premièrement, on a les mouvements citoyens civiques dans les pays qui réagissent, mais on n'a pas la majorité de l'opinion avec nous. Et l'article 7, il existe, des efforts ont été entrepris, mais il y a même mis vraiment pour imposer à un État et un gouvernement qui viole intentionnellement notre état de droit démocratique européen, on n'a pas trouvé la réponse pour le moment et je crois que ça c'est quand même à réfléchir. Est-ce que vraiment on peut se donner les moyens? Et l'espoir qu'on avait toujours, c'était avec le plan de financement pluriannuel. Est-ce que là, effectivement, la conditionnalité intelligente, c'est mon point de vue, la conditionnalité intelligente à défendre, ce serait un argent pour les États qui violent le droit. Première réflexion. Deuxième sujet qui brûle, la question de la migration. On a une commissaire suédoise qui fait un effort, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les Y? Oui, elle fait un effort, il n'est pas suffisant, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans les Y? Il ne se passe rien. La seule chose qui se passe, c'est que le virus du Covid est arrivé dans les camps. Et moi, j'ai eu, c'est pas la chance, c'est une fois j'ai visité encore celui de Y. Quand vous l'avez vu, je crois que vous avez une autre vision des choses et tous ces débats sur les chiffres, combien ils font, laissent complètement de côté le côté humanitaire alors que nous sommes socialistes et humanistes et je crois que la question de la migration, on ne peut pas y échapper. Je ne vais pas revenir sur la question de la défense européenne, c'est un autre débat, un autre moment, mais peut-être aussi il faudrait qu'on s'approprie, et je terminerai là-dessus, un dossier que le Covid nous a montré dans un miroir, c'est la question de l'Europe de la santé. Ça fait 20-30 ans que les Français, notamment, on s'est battu sur les services sociaux d'intérêt général. Et le débat qui s'est perdu un peu. Mais aujourd'hui, si avec Covid, on ne voit pas la nécessité d'investir dans les services publics, dans les services sociaux d'intérêt général, qui soit autre qu'un marché de la santé, je crois que là, on a tout faux. Et là, je crois que ça c'est aussi une thématique qui nous permettrait de vraiment débattre aussi, d'avoir un débat civique et citoyen, parce que c'est tout le monde vit cette crise des Covid au quotidien, que ce soit avec un masque ou sans masque. Maintenant, je m'arrête là, je vous remercie de l'attention. Merci Connie. Pour conforter ton propos, Udo dans sa lettre continuait sur la transition écologique socialement juste et la question de la qualité de vie et du bien-être pour toutes et tous. Il y a d'ailleurs un débat au sein du PSE aujourd'hui pour définir ce que c'est que le well-being, ce que c'est que le bien-être, ce que c'est que la vie belle, et d'en faire un des éléments du rouge dans le vert, c'est-à-dire partir d'une vision humaine du développement et du chemin d'émancipation et du chemin de qualité de vie pour toutes et tous. Alors je vais donner la parole à Sylvie. Alors, Pierre reviendra sur la question budgétaire, mais il y a un débat politique au Parlement européen autour du plan de relance, de ce qui est remis en cause dans le cadre pluriannuel, sur la conditionnalité, et on voit bien que là, il y a plusieurs chemins encore possibles sur ce que va être le destin politique de ce qui s'est passé. Et donc, avec la liberté qui te caractérise, on attend de toi un regard politique engagé sur les choix que le Parlement aura à faire dans les prochains mois et ta vision de la trajectoire de cette construction européenne. Merci Christophe. Et merci de votre participation aussi. Si je prenais le droit fil de ce que vient de dire Connie, il a terminé sur les questions de santé, Pierre reviendra certainement à la fin, pour signaler quand même que c'est bien qu'on mette cette question de la santé au plan européen révélée par la crise du Covid comme un point fondamental. Ça n'empêche pas nous, représentants des États membres, d'avoir rayé quasiment d'un trait de plume la quasi-totalité de ce qui pouvait constituer les prémices d'une santé réellement européenne. Pierre y reviendra, donc entre les idées et les actes, je crois qu'on a encore quelques chemins à faire. Avant de commencer, je veux signaler dans la salle la présence de notre éminent collègue Éric Andrieux, en rouge au fond de la salle.
Et Nora, vous savez, bien, voilà, je refais le tour avec ceux qui sont présents hier, aujourd'hui, et qui nous rejoignent. Merci beaucoup de cette invitation. Je vais en fait prendre le relais de Connie sur un autre domaine qui va aussi répondre à ta question, qu'il a évoqué dans son introduction. Parce que finalement, je crois que pour la gauche européenne, pour le groupe socialiste et démocrate, pour le PSE, on a au travers de ce qui vient de se dérouler ces derniers mois, des propositions qui ont été faites, sur lesquelles évidemment on peut entrer dans d'autres détails, mais ce n'est pas mon rôle. Il nous faudra répondre d'une certaine manière à la question de la tension entre on préserve ou on transforme, d'une certaine manière, si on résume. Transformer, la transformation, c'est notre motto, c'est notre état d'esprit, c'est notre façon de faire en termes de transformation sociale et écologique, c'est au cœur de notre logiciel, ça l'est aussi au plan européen, et ça nous sert surtout parce qu'on continue de préconiser, de faire au plan européen acte pour transformer, pour changer, pour lutter contre les inégalités sociales dans l'Union européenne. Et c'est vrai que souvent ce processus ou cette transformation, elle génère un peu d'angoisse, elle est un peu anxiogène, et elle se confronte aussi en parallèle à cette demande de préservation, de protection dont on a beaucoup parlé en France et en Europe ces derniers mois, ces dernières années. Et donc il y a une pression très forte aussi à protéger, sauvegarder les emplois, parfaitement normal, venir en aide à tous les secteurs qui sont touchés par la crise, et qui sont nombreux. Et donc voilà, on a cette tension qui s'exprime. Nous, on a essayé de travailler sur cette tension-là, sur préservation et transformation, et c'est comme ça qu'on a porté une appréciation sur le plan de relance qui a été présenté, puis voté, qui différait un peu de l'appréciation que le PS français a donné à voir dans l'opinion. Ça nous a été porté à notre attention, on nous en a fait la remarque, et donc du coup c'est l'occasion, parce qu'on était très exigeants, nous, depuis l'intérieur de la machine, de dire aussi devant vous pourquoi on avait ces exigences, pourquoi on a eu une forme de sévérité sur un certain nombre de domaines, et pourquoi on a toujours une vigilance très forte à avoir, qu'on mènera en votre nom d'une certaine manière au Parlement, dans notre groupe et dans nos discussions avec les autres institutions européennes. Vigilance pour qu'on ne soit pas dans du business as usual dans les années qui viennent, et qu'on en soit effectivement, comme le disait Connie, des tentatives régulières de transformation. D'abord, sur la question de l'état des lieux, cette négociation, elle est en cours, et sur la forme, je pense qu'une des craintes qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait un énorme couvercle qui se referme sur cette grosse marmite de discussion, et que finalement le Conseil, c'est-à-dire les représentants des États membres, pour faire vite dans la configuration, nous disent écoutez, ça a déjà été suffisamment compliqué comme ça. On a mis un temps fou pour se mettre d'accord, on a passé 4-5 jours, je ne sais plus combien, en conclave. Donc franchement, n'y revenons pas, parce que si on bouge là, voilà, les frugaux vont nous tomber dessus, tout va bouger, c'est plus possible. Donc ce risque de on touche plus rien et on est comme le lapin dans les phares de la voiture existe quand même un peu comme ça. Le lapin dans une marmite. Et puis ne pas être dans le business as usual, être vigilant aussi sur les contenus. Je rappelle, simplement pour dire qu'on n'est pas complètement délirant dans notre éducation quand on a des exigences. C'était quoi nos exigences? C'était, on ne veut pas qu'il y ait des coupes dans le cadre financier pluriannuel. Pierre disait sur le sujet tout à l'heure, et vous expliquera pourquoi on a ces exigences sur le cadre financier pluriannuel, qui sert, je le rappelle quand même, à toutes fins utiles, qui sert de support au plan de relance et au financement des mesures du plan de relance sur ces 750 milliards. Donc, pas de coupe sur le cadre financier pluriannuel. Entre nous, vous savez tous que le budget de l'Union est déjà totalement inadapté en temps normal, il est encore plus dans des temps anormaux. Donc, exigence là-dessus. Exigence sur les ressources propres. Comme ce budget est trop faible et que très concrètement, on ne va pas aller demander des contributions nationales supplémentaires
dans le contexte actuel. Il nous faut trouver des ressources. Ces ressources propres, elles se trouvent dans ces taxes, dans un panier de ressources propres sur lesquelles on pourra revenir encore. Donc c'était aussi financer correctement ce cadre-là. C'est le respect de l'état de droit. Tu avais raison d'y revenir. C'est un serpent de mer qu'on porte à bout de bras au Parlement européen depuis de nombreuses années pour essayer de parvenir à lever les barrières qui sont devant nous sur ce sujet. Et je suis vraiment très très contente qu'une des premières expressions de la rentrée de notre groupe, de notre président de groupe, soit de dire, avec d'autres, je crois que nous sommes 4 à le dire, qu'il n'y a pas de poursuite possible des discussions avec une chance raisonnable de succès si la question du respect de l'état de droit n'est pas dans le cœur des discussions. Donc c'est pour nous fondamental. Je suis contente que ce soit dans l'ordre du jour de la rentrée. Et puis, quatrièmement, il y a un problème de gouvernance sur ce point. Et donc, notre exigence aussi, c'était de dire le Parlement doit être au cœur de la décision. Et quand on voit combien le président du Parlement a joué des coudes pour s'introduire dans un certain nombre de discussions, franchement, voilà, je pense qu'on a encore un peu de marge, notamment sur cette gouvernance du plan. Donc, nos exigences, elles n'étaient pas délirantes, et surtout, je pense qu'elles faisaient partie d'un corpus politique construit de nombreuses années, qui a commencé à porter un peu ses fruits, qu'on va essayer de continuer d'exploiter. Comme par exemple cette question des ressources propres. Je veux dire, souvenez-vous quand même que maintenant on coche la case de la taxe sur les transactions foncières, normalement, Pierre, mais c'est un combat social-démocrate, socialiste de longue date. Donc demain, il faut qu'on ait aussi, dans ce cahier des charges qu'on porte depuis longtemps, des avancées sur la justice fiscale, la justice sociale et une meilleure capacité d'investissement public qui, là, sont aussi dans notre logiciel. Pardon, je sens que je vais être un peu longue, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide et lapidaire peut-être sur d'autres sujets, mais toujours dans les vigilances et les exigences. Ça a été évoqué tout à l'heure, on a quand même une tentation qui reste forte, à droite et chez les libéraux en général, de repartir sur une nouvelle une nouvelle cure d'austérité, pardon. Et donc, avec des critères qui seraient à nouveau exposés aux États membres. Donc, ça a été évoqué, on peut avoir un semestre européen encore modifié. Donc, cette discussion de l'austérité et des mesures contraignantes est dans notre actualité. La question de l'absence quasi totale de conditionnalité écologique dans ce programme. Donc, nous y reviendrons et nous aurons nos exigences. Notre exigence aussi, est-ce que l'équilibre entre ceux qu'on a appelés les frugaux et ceux qui ne sont pas dans cette catégorie-là ne soit pas exploité comme là aussi un épouvantail. On ne peut pas dire que si on bouge les équilibres, eh bien tout est remis en cause. Et nos collègues frugaux, parmi lesquels je le signale, c'est aussi pour ça que je le cite, il y a quand même quelques sociodémocrates dans les gouvernements des frugaux. Donc on a aussi avoir dans notre logiciel cette réflexion-là, comme nous devons avoir aussi dans notre logiciel, parce que ça a été aussi une source de dissension, des options différentes selon que nos amis sociodémocrates étaient au pouvoir ou pas dans un certain nombre de pays. Et quand au Portugal, quand en Espagne, on a un certain nombre d'enjeux, eh bien, dans notre groupe social-démocrate, la discussion est vive pour savoir comment on aborde toutes ces questions. Je vois vraiment que je conclue. Le micro se rapproche de ma bouche. Oui, je vois bien ce mouvement. Donc, simplement en quelques baselines, des enjeux tu y reviendras sans doute, mais sur la question des fonds de cohésion et de l'impact avec le local, c'est-à-dire les interactions entre les institutions européennes, les programmes européens et les aspects locaux, et puis comment on a une bataille sur passer de la parole aux actes dans un contexte où nos majorités au Parlement européen sont difficiles à percevoir dans une acception strictement de gauche et écologiste. Donc, comment on construit des compromis successifs acceptables et forts sur l'ensemble de ces enjeux. Pardon d'avoir été un peu longue et sans doute elliptique sur la fin.
je fais la transition à la fin de ton intervention avec le propos d'Isabelle Boudinot. Donc, dans les institutions européennes, il y a le Parlement, il y a aussi le Comité européen des régions. Nous avons beaucoup renforcé l'influence française et l'influence socialiste française, avec Christophe Bouillon, que vous avez entendu hier au château, qui est président du groupe socialiste, et Isabelle, qui est présidente de la commission qui est en charge le cœur du réacteur budgétaire et politique régionale. Donc je laisse tout de suite la parole sur justement cette interface Europe, nation, territoire autour des défis européens. Oui, merci Christophe. Donc effectivement, il existe une quatrième institution européenne, c'est le Comité des régions. Il y a le Parlement européen, il y a la Commission, il y a le Conseil, et a été créé à l'initiative de l'OR, le Comité européen des régions, pour représenter les différentes collectivités des pays européens, parce que finalement, les grandes orientations, les budgets sont définis au Conseil, essentiellement au Parlement, de plus en plus, heureusement, mais l'application de ces politiques, elle se fait sur le territoire. En France, ce sont les régions qui sont gestionnaires des fonds européens. C'est des cas de figure assez différents dans les 27 pays d'Europe, mais c'est bien au niveau des territoires que les politiques publiques qui utilisent les fonds européens sont mises en place. Donc il y avait besoin de cette instance pour que les élus locaux puissent dire, et en interaction de plus en plus étroite, je dois dire, avec le Parlement européen, puissent dire, voilà, quand une telle décision est prise, voilà les implications concrètes qu'elles vont avoir pour nous, à la fois dans leur mise en œuvre et à la fois dans leurs effets sur les citoyens. Donc il faut savoir que pour les régions françaises, la politique, ce qu'on appelle la politique de cohésion, les fonds structurels, c'est une part assez énorme. Pour nous, par exemple, en région Nouvelle-Aquitaine, c'est quasiment une année entière de budget qui est des fonds européens, c'est 2,5 milliards en région Nouvelle-Aquitaine sur 7 ans, hein, puisque les budgets au niveau européen sont décidés sur 7 ans. Donc c'est pas rien, c'est absolument colossal, et ça s'adresse à tous les types de territoires. Il faut vraiment savoir que cette politique de cohésion, elle s'appelle pas pour ça, comme ça, pour rien, c'est qu'elle s'adresse vraiment à des territoires les plus en difficulté. Elle ne s'adresse pas qu'aux métropoles qui gèrent avec leurs universités les questions de recherche. Elle ne s'adresse pas qu'aux grands groupes qui ont aussi des fonds européens pour la compétitivité, etc. Mais c'est toutes les PME. Et on a la chance encore, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir des PME quasiment dans chaque canton. Donc c'est extrêmement important pour notre tissu industriel. C'est extrêmement important pour la qualification, la formation des gens, la montée en compétences. C'est vraiment aussi un sujet majeur pour l'Europe. Et puis, évidemment, pour le climat. Ces fonds de cohésion, cette politique de cohésion, il y a un bon tiers qui est consacré au climat. Donc on n'a pas attendu le Green Deal pour s'occuper des questions climatiques dans nos territoires. Donc voilà pourquoi cette politique de cohésion est très importante. Et voilà pourquoi aussi la commission que je préside, la commission cohésion des territoires, s'occupe de la politique de cohésion et du budget. Parce que la politique de cohésion, c'est un tiers du budget européen. C'est absolument colossal. Et donc, on est évidemment dans ce qu'on appelle de façon très positive à Bruxelles, dans le lobbying total pour défendre les territoires, défendre la politique de cohésion et faire en sorte que ce budget-là soit absolument sanctuarisé de génération de budget en génération de budget. Et à chaque fois, c'est un combat. Parce que Sylvie parlait des frugaux. Il y a aussi ces pays-là estiment que cette politique de cohésion, ça peut être du saupoudrage et que donc il faudrait supprimer ces fonds-là. Ce serait un bon moyen de siphonner ce budget-là pour le mettre sur des choses qui les intéressent plus directement. Donc c'est un combat des régions en France et on est vraiment à l'attaque. Il y a à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour la génération de budget européen qui arrive, ce qui est le 21-27, puisqu'on sort d'un budget 2014-2020. Là, on est en train de travailler sur le prochain budget 2021-2027. La France ne va rien perdre. Il y a des pays qui vont perdre beaucoup. L'ensemble du budget de la cohésion au niveau des 27 pays va un petit peu baisser, sauf que le plan de relance, que l'on évoque depuis tout à l'heure, va réaugmenter en fait de façon, sur les 3 prochaines années, va réaugmenter ce budget-là. Donc c'est à la fois une très bonne nouvelle que ce plan de relance. Une partie de ce plan de relance est de la subvention, c'est-à-dire qu'on va donner directement aux acteurs
les moyens d'intervenir sans que ce soit du prêt, toujours s'intéresser aux questions budgétaires, à la différence entre le prêt et la subvention, parce que le plan Juncker, par exemple, c'était des instruments financiers, c'était du prêt. Donc ça, il y a que ceux qui ont le dos solide, qui ont les mains solides, qui ont une trésorerie, qui peuvent bénéficier des prêts. La subvention, c'est autre chose. C'est pour ça que la subvention et la politique de cohésion et la subvention s'adressent à tout le monde. Parce que même des petites structures, même des petites PME qui peuvent être fragiles, bénéficient d'une subvention et ça fait un effet levier, ça les aide à agir. Donc on a vraiment travaillé là-dessus pour que ce soit de la subvention aussi. Ça aussi un gros travail de lobbying. J'ai un petit peu perdu le fil, mais je voudrais quand même dire sur cette histoire de lien entre les territoires et l'Europe que ça a été un combat de la gauche pour que ce soit décentralisé, cette politique de fonds structurels, cette politique pour que justement elle s'adresse au plus près des territoires, à chacun des acteurs. Ça a été obtenu par François Hollande en 2014. Avant, c'était les préfets qui géraient les fonds structurels. Et je peux vous dire que ça n'a pas aidé à faire connaître positivement l'Europe tant que c'était les préfets qui géraient ça, parce que quand ils arrivaient avec des fonds européens, en gros, ils masquaient le fait que l'État se désengageait et qu'on compensait avec des fonds européens. Depuis que c'est les régions qui gèrent ces fonds, on est vraiment à l'attaque, on a une charte. Chaque fois qu'un acteur bénéficie d'une subvention européenne, on s'assure qu'il y ait une charte graphique avec un étendard, avec le logo sur tous les documents. Vraiment, on essaie de faire en sorte de visibilité le rôle positif de l'Europe sur nos territoires. On est maintenant, sous le président Macron, dans une réelle tentative de recentralisation. Ce qui est absolument dramatique. Hein. Je parlais vraiment d'un couple, d'un tandem Europe-Région sur les questions d'innovation, sur les questions de soutien aux PME, sur les questions de formation professionnelle. C'est le bon échelon en région. C'est pas depuis Paris qu'on sait quel est l'acteur qui a le plus besoin de ces fonds européens. Là, avec à la fois le rôle du Conseil, de la Commission et le rôle du président Macron, on a un véritable risque de recentralisation de la gestion de ces fonds. On a obtenu que les régions conservent la gestion du FEDER, du FSE, enfin les fonds structurels actuels. Le gouvernement, par contre, a récupéré le deuxième pilier de la PAC. Éric Andrieux en parlerait mieux que moi, mais tout ce qui était FEADER, une bonne partie, disons les 2/3 du FEADER, qui ne s'appelle pas pour rien, c'est du Fonds de développement rural, qui ne s'adresse pas aux exploitants agricoles, qui s'adresse à des petites structures sur les territoires. Ça a été une bonne partie remontée en gestion par le ministère de l'Agriculture, avec un fort lobbying, pour ne pas vous le cacher, de la FNSEA, qui trouvait que les régions étaient un peu trop proactives pour changer de modèle agricole, aller un peu plus vers l'agroécologie. Donc les régions, il ne faut pas qu'elles mettent leur nez là-dedans. Donc hop, on reprend en gestion directe ces fonds européens décernés normalement au développement rural. Donc voilà où on en est. Il y a un véritable effort de recentralisation. Le plan de relance, de ce point de vue-là, il est à étudier de manière un peu fine, parce que ce plan de relance, les 40 milliards qu'on a évoqués sur les 100 milliards français, ça va être géré par l'État, ce ne sera pas géré par les régions. Il y a quand même une partie que l'on va pouvoir gérer, nous, en région, dans ces sommes supplémentaires de ces 750 milliards, mais quand même, toujours être vigilant pour que les territoires restent un petit peu à la manœuvre. On a sur ce gouvernement-là une tentative, encore une fois, de déconnecter les territoires et eux de garder la gestion en direct depuis Paris de la manne financière de l'Europe. Merci Noël. Pierre est notre 5e intervenant avant qu'on passe aux interventions de questions de la salle. Bon, même défi, Pierre, d'habitude, 5-7 minutes ramassées. Et tu es au cœur de la mécanique budgétaire donc, du Parlement européen. Donc je pense que ton propos pourra utilement compléter celui d'Isabelle et de Sylvie, et puis mettre aussi en perspective les combats que nous menons ensemble. Je vais faire de mon mieux. Merci Christophe. Bonjour à tous. D'abord un grand merci, parce que si Sylvie, Eric, moi et quelques autres on est députés aujourd'hui, c'est grâce à vous.
Je me souviens de la campagne électorale, c'était quand même très compliqué, les sondages à 4,5, 4,5. Et un soir où je déprimais, je regardais sur les réseaux sociaux et puis je voyais les militants du PS, les militants de Nouvelle Donne, de Place Publique, ils étaient sur le terrain, les radicaux. Et je me suis dit que si on gagne, c'est vraiment grâce aux militants de terrain qui ont les bons arguments et qui y vont. Donc merci beaucoup, on fait un job maintenant passionnant, mais sans vous, on ne serait pas député. Si je suis ici ce matin, les applaudissements sont pour vous, vraiment. Si je suis ici pour vous, c'est qu'on a vraiment besoin de vous. Sylvie l'a dit, Chryso l'a dit, les 3 mois qui viennent sont fondamentaux. Il y a une fois tous les 7 ans, une fois, et beaucoup de gens ne le savent pas, il y a une fois tous les 7 ans où on peut peut-être changer le cadre économique et financier européen. Une fois tous les 7 ans, et le Parlement a décidé d'agir. Le Parlement a voté un texte le 23 juillet en disant bravo au plan d'urgence, merci Merkel, Macron et les autres, c'est historique, 390 milliards de dettes communes, bravo, mais c'est tout à fait insuffisant. 390 milliards sur 3 ans pour les 27 pays, ça fait seulement 1,5% du PIB. Et puis surtout, pour faire accepter ce plan d'urgence aux frugaux, aux égoïstes, vous avez coupé. Sylvie l'a dit, vous avez totalement supprimé le programme Europe pour la santé. Alors on est tous avec des masques. Vous avez coupé 20 milliards dans la recherche. Pour le climat, vous avez tous dit que le climat était votre priorité, mais il y aura 2 milliards par an. 2 milliards pour toute l'Europe, pour le fonds de transition juste. La Commission européenne elle-même, la Commission, dit qu'il faut 600 milliards chaque année, 600 milliards chaque année pour isoler les maisons, faire des transports en commun, créer des emplois dans les énergies renouvelables, aider l'agriculture. La Commission dit qu'il faut 600 milliards, les chefs d'État ont décidé d'y mettre 2 milliards. Donc le Parlement a voté un texte assez punchy pour dire merci pour le plan d'urgence, mais nous ne pourrons pas accepter un budget pluriannuel aussi faible. Et ça se joue dans les 3 mois qui viennent. On est toutes les semaines en négociation. J'étais encore jeudi à Bruxelles. Il y a voilà, toutes les semaines on est en négo. On doit conclure avant la fin octobre ou plus tard avant Noël. Et donc le Parlement, et beaucoup de gens pensent que le Parlement va baisser son pantalon, qu'on va gagner 500 millions et qu'on va s'écraser. Donc si on n'a pas avec nous beaucoup de militants, la semaine prochaine avec tous les syndicats européens, si on n'est pas très nombreux à pousser la porte, on aura un budget médiocre. Et ça se joue, c'est pour les 7 ans qui viennent. C'est les fonds de cohésion pour les 7 ans qui viennent, c'est le climat pour les 7 ans qui viennent, c'est la recherche pour les 7 ans qui viennent, c'est le développement, le co-développement pour les 7 ans qui viennent. Et ça se joue dans les 3 mois, donc on a vraiment besoin de votre aide. C'est le moment de casser le dumping fiscal. Tu as parlé de Jacques Delors et de tout ce que Jacques Delors a bien fait. Moi, je me souviens, le dernier débat en 2005, pour les plus âgés se souviennent du débat sur le référendum, il y avait le grand débat entre José Bové et Jacques Delors. Et José Bové montrait une courbe, donc il faut qu'il ne rigole pas tout de suite, qui montrait le dumping fiscal européen. Et j'assume, quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés en Europe était à 45%. On est plusieurs à avoir la cinquantaine, l'impôt sur les sociétés était à 45%. Il est tombé à 20%. Depuis que l'Angleterre est rentrée, c'est à qui va baisser son impôt, on est tombé à 20%. Alors que les dividendes explosent. En même temps, les dividendes donnés aux actionnaires n'ont jamais été aussi importants. Donc, est-ce qu'on continue? Merci beaucoup. Est-ce qu'on continue la concurrence? Alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, notre mouvement s'appelle Nouvelle Donne, c'est parce qu'on s'inspire de Roosevelt. Roosevelt connaissait le même problème. Le Texas baissait son impôt, la Floride baissait son impôt, et c'était cool pour les actionnaires. Et en 3 mois seulement, Roosevelt a fait un impôt fédéral, et de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt était à 38% aux États-Unis. Donc un pays libéral comme les États-Unis a un impôt à 38%, et nous on est tombé à 20%. Donc nous on se bat pour qu'il y ait un impôt sur les bénéfices des grandes entreprises. Cette année il n'en aura pas grand-chose, mais Danone ou Nutella ou les entreprises digitales, il y a beaucoup d'entreprises qui vont très mal, il faut les aider. Il y a des boîtes qui vont faire des milliards de bénéfices. On se bat pour stopper. Et donc José Bové montrait en 2005 le grand débat à la télé. José Bové disait je vote non à cause de la concurrence fiscale. Et Jacques Delors dit José Bové a raison. C'est le prochain combat à mener, ceux qui votent oui et ceux qui votent non, c'est un impôt européen sur les bénéfices. Donc en 2005, Jacques Delors dit le prochain combat à mener, c'est un impôt européen sur les bénéfices. C'était il y a 15 ans. Est-ce que maintenant, il y a une fenêtre une fois tous les 7 ans, on se bat là-dessus? Une autre fenêtre, c'est est-ce qu'on met enfin en place la taxe Tobin? Les socialistes avaient fait campagne, j'étais pas encore député européen, mais en 2010, avec toutes les ONG, il y avait une grande campagne pour dire il faut une taxe sur les transactions financières. Je vous rappelle le problème, quand vous et moi on fait nos courses, je ne sais pas si vous nous regardez sur Twitter, la délégation française a un compte Twitter assez actif, j'ai montré dans le Parlement, j'ai dit quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. 20%. J'ai montré une boîte de raviolis, j'ai dit même les plus modestes, même les gens qui vivent avec 800 € pour acheter l'alimentation de base, ils doivent payer une TVA à 5,5%. Même les plus pauvres, même ceux qui ont le minimum vieillesse, doivent payer une taxe à 5,5%. Mais ceux qui achètent des actions sur les marchés financiers, c'est 0,0. 0,0.
Est-ce qu'ils sont encore plus pauvres que les plus pauvres? Est-ce que les marchés financiers, c'est encore plus important que l'alimentation? Non, c'est un scandale. Et les marchés financiers vont très bien. Autant l'économie réelle ne va pas bien cette année, mais les marchés financiers, l'activité est à 45% plus importante qu'en moyenne. 45%. Et encore avant-hier, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait de la pub pour Donald Trump. Donald Trump a fait un tweet pour dire les marchés financiers sont à un niveau jamais vu, jamais vu. La crise économique est très grave, la crise sanitaire est très grave, la crise agricole, il en parlerait, est très grave, mais les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Donc est-ce qu'on continue à taxer monsieur et madame tout le monde? Est-ce qu'on continue à dire il n'y a pas d'argent pour les fonds de cohésion, il n'y a pas d'argent pour la santé ou pour la culture, il n'y a pas d'argent pour le climat et pour isoler les maisons, et on 0,0 sur les marchés financiers? Je rappelle que suite à la campagne menée par tous les socialistes, Rasmussen et tous les autres en 2010, la Commission européenne avait été obligée d'accepter en 2011 la Commission Barroso, c'est pas l'extrême gauche, la Commission Barroso avait été bloquée, parce qu'on avait de bons arguments déjà en 2010, et elle a fait une directive, les 31 pages sont prêtes, c'est pour dire que techniquement c'est possible, et même la Commission Barroso disait on peut mettre en place une taxe de 0,1% sur les marchés financiers, et c'est faisable en 2 ans. Donc grâce à Eric, qui est derrière, qui est trop modeste, et qui est vice-président du groupe social-démocrate chargé du budget, Eric et quelques-uns on a bien poussé, et le groupe social-démocrate, il y a 6 mois, personne ne parlait de la taxe Tobin, et ça y est, c'est la position commune, vous pouvez voir des photos, on voit Pedro Sanchez, on voit Norbert, le patron, le nouveau chef, le président du SPD, on voit Irache, on voit David Sassoli, le président du Parlement, qui pose avec cette pancarte. La pancarte dit la taxe sur les transactions financières peut rapporter chaque année 50 milliards. 50 milliards d'euros, on ne parle pas de 50 millions, on parle de 50 milliards, et c'est possible en 2 ans, et ça permettrait de rembourser la dette commune. Donc on pourrait dire à la France ou aux Pays-Bas ou à la Belgique, vous n'aurez pas à rembourser la dette commune. Chaque année, les 15 milliards qu'il faut pour rembourser la dette commune du plan d'urgence, c'est avec la TTF, ça va faciliter la ratification, et puis il y aura 35 milliards de plus pour isoler les maisons, pour le programme de recherche, pour le programme de la santé. Donc ça ne suffit pas, mais avec la TTF, on a mis un pied dans la porte, et jeudi, en commission des budgets, avant-hier, c'était une journée assez chaude, mais nous avons obtenu que le Parlement, le texte va être voté lundi, je croise des doigts, mais que le Parlement en fasse une exigence pour les 3 mois qui viennent, en disant, c'est vraiment qu'on a obtenu tard jeudi soir, je ne sais même pas si encore Sylvie a vu le texte, parce qu'elle n'est pas en commission des budgets, personne n'est parfait, non mais donc on croise, tu rigoles, mais on croise, non mais ça a été chaud, je vous dis que pour obtenir, on a obtenu que le Parlement, les 5 groupes les plus importants disent, nous voulons que la TTF soit efficace au 1er janvier 2004 et qu'elle rapporte, et qu'on ne pourra pas voter le budget européen sur la passade. Donc maintenant, il y a un bras de fer fondamental dans les mois qui viennent. Le monde d'après, il y a des domaines où il faut réfléchir, parce qu'on a encore besoin de réfléchir, mais ça peut nous rassembler tous. J'étais la semaine dernière aux journées d'été d'Europe Écologie, dans quelques jours je suis à Colonel Fabien avec le Parti communiste, vendredi j'ai une réunion avec toutes les ONG qui travaillent sur le climat, les syndicats européens veulent faire une grosse manif le 11 octobre pour dire nous voulons de la justice fiscale, nous voulons la taxe Tobin. Donc évidemment il faut préparer les régionales et les départementales, évidemment il faut préparer de 2022, mais si on gagnait la bataille du financement du budget dans les 3 mois qui viennent, ce serait bien aussi. Merci. Merci Pierre. En 8 minutes, chacun de vous continuera. Et la question des ressources et la question de l'impôt, elle est évidemment cruciale si on veut avoir une construction politique de l'Union européenne. Je crois que ce combat il est majeur. Et au sein du groupe, on a fait progresser nos idées. Tu as bien fait de rappeler que donc Eric était un des 9 vice-présidents du groupe socialiste. Vous n'êtes que 6 au Parlement européen, mais vous avez des positions, les uns et les autres, qui permettent de vraiment alimenter notre travail collectif et de faire avancer nos idées. Alors on va prendre les interventions et questions de la salle. Il faut vous mettre derrière le micro, sans le toucher, pour vous exprimer les uns après les autres. Vous pouvez vous mettre en file derrière le micro, avec si possible des petites interventions courtes, des questions, et puis on refera un tour de réponses. Et si tu veux bien te présenter en 2 secondes, pour dire qui tu es. Alors, Farid Assadit, Parti Socialiste Ville de Lille. Je viens d'un département, d'une région très très proche de l'Europe. À Lille, on regarde plus Bruxelles que Paris, pardon. Je suis aussi dans la ville de Pierre-Mauroy. Et les questions européennes, dans notre eurométropole, on est dans une grosse inquiétude. Là, je vois après la crise financière, après la crise Covid. Pour moi, il n'y a pas d'après. Ce qui arrive en septembre, en termes de crise financière, sociale et la crise Covid, parce que nous, on parle de confinement à New York, ça va être pire que ce qu'on a connu déjà. Ça, c'est une première chose. Quand j'entends quel projet européen pour la gauche d'après, j'entends pas parler d'ambition, excusez-moi,
Mais il faut une nouvelle Europe. Je vous entends vous battre dans l'Europe d'aujourd'hui. Je vous entends vous battre dans l'Europe qui fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que l'Europe ne convainc pas les citoyens de nombreux pays. Je ne parle pas du Brexit, je ne parle pas de la position italienne, je ne parle pas de la montée de l'extrême droite dans les 27. Qu'est-ce qu'on fait de cette Europe de marché qui ne convainc plus les citoyens européens et encore moins les citoyens français? Je ne suis pas sûre que si vous posez un référendum aujourd'hui, la sortie de l'Europe ne serait pas votée. Il faut créer un nouveau projet européen, ambitieux, des nouvelles règles. Vous citez Jacques Delors, où il est le Jacques Delors d'aujourd'hui, et si possible sans Pascal Lamy, avec un projet européen politique et social. C'est soit on arrive à construire une Europe politique et sociale qui va répondre aux crises majeures qui nous attendent, tant en termes climatiques et sociaux, soit l'Europe va être très mal barrée dans les prochains temps, parce que 2022, future présidentielle, si on a un populiste qui passe, la question du Frexit sera posée. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Timothée Michel, je viens de la belle région. Plus près du micro. Ah, il faut que je sois plus près. Ouais, voilà. Timothée Michel, je viens du Loiret, pas très loin d'ici. Moi, j'ai deux petites questions. Une en particulier pour toi, Sylvie, c'est sur le changement de mode de scrutin des députés européens. Est-ce que le fait qu'on n'ait plus des députés européens qui soient rattachés à l'INSERCO, c'est quelque chose que tu ressens dans le cadre de ton mandat, dans le lien avec les citoyens? Est-ce que ça va contribuer à éloigner les citoyens aussi de nos députés? Nous, par exemple, en région centre, je crois qu'on n'a aucun député qui est originaire de la région centre. Quel que soit le parti politique confondu, en fait, on a personne qui vient de la région centre. Ça nous éloigne vachement de nos représentants au Parlement européen. C'est la première question. Puis la deuxième question sur le cadre du plan de relance. Est-ce qu'on n'est pas en train de sabrer le champagne un peu trop tôt quand on sait que beaucoup de pays ont négocié des rabais supplémentaires, budgétaires, etc. et que vraiment on est déjà encore relancé dans l'égoïsme national, même dans le cadre du plan de relance. On a des pays scandinaves notamment qui ont demandé des rabais et qu'on a toujours 3 pays qui n'ont encore aucun rabais et ce sont que 3 pays. Tous les autres ont réussi à négocier des rabais et à part la France, la Finlande et l'Italie, qui sont les seuls 3 pays qui n'ont pas eu de rabais, tous les autres ont réussi à négocier un rabais, en particulier sur la contribution budgétaire. Merci. Oui, bonjour, Jean-Michel Tissard de Boulogne-Billancourt, je suis membre du Parti Socialiste et je suis aussi membre du Parlement européen. Quel projet pour européen pour la gauche d'après? Très bien. J'ai fait, comme disait mon intervenant, j'ai fait la campagne de terrain l'an dernier. Je me suis aperçu que les gens, l'Europe, bouffe, ils ne comprenaient pas bonjour. Ça leur passe au-dessus, il n'y avait pas de fond vert. Par rapport à ça, moi, je voudrais vous soumettre mon inquiétude que j'ai en tant que citoyen et aussi au contact des autres citoyens qui ne comprennent pas grand-chose à l'Europe, pour moi c'est complètement abstrait. Mon inquiétude, elle est sur le repli des États sur eux-mêmes. Je prends un exemple. Concrètement, pour les citoyens, il y a 2 aspects concrets de l'Europe, c'est l'euro et Schengen. Schengen est mort. Schengen n'existe plus. On a rétabli partout des contrôles aux frontières. Il y en a même qui l'ont systématisé. Je pense que Danemark, par exemple, qui a dit je sors de Schengen et je mets des frontières partout. Ça, c'est significatif d'un repli des États sur eux-mêmes. La crise des migrants, pour moi, c'est vraiment le signal fort des craintes des États membres des uns par rapport aux autres. Voilà, c'est chacun se débrouille pour soi, et ça, c'est vraiment le manque de solidarité. Donc moi, ma crainte, c'est le délitement de l'Europe. Les forces de rappel sur le repli sur soi et sur le souverainisme très très fort. Il y a une opinion publique très présente là-dessus. Les gens se disent, on a vu les sondages en Italie par exemple, à quoi ça sert alors? Le Brexit, pour moi, a ouvert une brèche là-dessus. Ça a marché chez eux. Et ils ont gagné le référendum. Donc voilà, donc moi la vision de l'Europe, elle manque. Moi j'ai eu 20 ans dans les années 80. À l'époque, c'était l'acte unique européen, tout le monde y croyait. On nous promettait vraiment des beaux jours, une belle vision de l'Europe avec un Jacques Delors qui annonçait, qui était vraiment très dynamique. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Pour moi, l'Europe, finalement, si je résume, c'est qu'un marché unique qui intéresse uniquement la partie économique. Le reste, finalement, on n'a pas de la vision des choses. Et l'Europe, c'est quoi? Est-ce que c'est la Bulgarie, la Hongrie qui sont là que pour finalement ne pas partager nos valeurs, la Pologne, qui seront les prochains à rentrer dans l'euro? Tout ça, on ne sait rien du tout. Donc voilà. Ok, merci. Il reste 3 questions. Intervention. Vas-y.
parler proche du micro. Je suis Sylvie Lacroux. Je viens de la région française proche de Genève. Je suis du Parti socialiste français. Mais fondamentalement, je m'estime et j'agis comme militante du Parti socialiste européen. Et à ce titre, à Genève, où il y a bon nombre d'Européens, nous avons pu mettre en place un city group qui travaille sous l'emblème du Parti socialiste européen. Mais c'est cette position que je voudrais ici, ce soir, vraiment critiquer et montrer comment nous sommes abandonnés. Parce qu'il y a une occasion là que le Parti socialiste européen, disons, ne met absolument pas en pratique, c'est-à-dire être décentralisé, travailler, disons, proche avec ces groupes locaux de city group qui ont existé d'une façon intermittente ces différentes années, mais aujourd'hui, il n'y a pas la volonté au sein du Parti socialiste européen de travailler avec les groupes locaux. Vous avez évoqué un futur congrès cette année, alors ça va être le congrès des représentants officiels des institutions européennes. Voilà, et les citoyens ne sont absolument pas impliqués dans ce travail de réflexion et d'action au niveau du européen. Donc c'est une critique sur notre famille européenne, justement socialiste, démocrate. Et je voudrais dire qu'on a des moyens quand même que nous utilisons là, dans notre groupe, à Genève, c'est de faire appel à nos élus parlementaires du groupe socialiste et démocrate. Sylvie Guillaume est justement une représentante que nous avons la chance d'avoir fréquemment, soit à Lyon, soit à Genève, effectivement. Mais ce mécanisme est un petit peu unique et il n'est pas utilisé. Je crois que cette relation avec nos élus européens, disons, c'est notre seul moyen d'exprimer notre citoyenneté européenne et elle est très peu utilisée. Il nous faut d'autres moyens également de travail avec nos élus européens. Je vais terminer avec quand même quelque chose que je vais retenir de ce débat, c'est la possibilité justement par ce comité, le comité des régions, donc de travailler plus proche de nos besoins, disons, avec nos régions et nos représentants socialistes et démocrates dans ce comité. Donc, merci. J'ai appris justement que nous avons un autre moyen de liaison directe avec nos représentants socialistes et démocrates européens. Merci. Et avec Karine Blanet-Morin de la région Centre, Nathalie Saint-Bézol, André Viola, moi-même et Jean-Christophe Bouillon que j'ai évoqué, on est des membres du Comité européen des régions, souvent dans des régions différentes de celles des parlementaires européens. Donc on a commencé à travailler ensemble d'ailleurs au nom du Comité européen des régions, des députés européens, pour mieux mailler le territoire et répondre à tout ça. La question, Jean-Michel Bovin, je viens de Saône-et-Loire, de la Fédération Parti Socialiste. La question sera deux points, deux questions. Où se trouvent vos positions par rapport au tiers-monde? Ça rejoint un peu les questions du Jean-Michel précédent. Que fait l'Europe par rapport au tiers-monde? Et une autre question qui est peut-être liée à la première, la défense européenne, que fait-elle? Merci. Bonjour, Guillaume Parent, secrétaire de section Marne-Forêt-Noire à Strasbourg. Alors, on sait qu'on est face à une quadruple crise qui est économique, sociale, écologique et démocratique. On sait aussi que les solutions en fait ne peuvent pas être juste sur un seul de ces quatre aspects, mais que les solutions doivent apporter ces quatre crises simultanément.
on doit aussi être conscient que si on ne trouve pas de solution, ce sera certainement une révolution. Là, il faut vraiment utiliser ce mot. Ce sera une révolution socialiste, une révolution contre tout le monde. Je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que l'Europe, c'est quand même avant tout un outil. Cet outil, on ne peut pas se fâcher contre un outil, il n'y a que les mauvais ouvriers qui se fâchent contre les outils. Et on a quand même l'occasion, quand même, avant, effectivement, il y a des débats budgétaires qui sont importants, mais bon, on a trouvé 7 ans, et finalement, c'est difficile de trouver un consensus. Mais il y a aussi des combats qui n'ont pas été fermés. Je rappelle, j'ai déjà rappelé l'an dernier, que maintenant ça fait 11 ans que le traité de Lisbonne est en application, et que tout à l'heure, Connie parlait de l'article 7, mais dans l'article 6 et 3, il y a quand même indiqué que l'Union européenne est censée accéder à la Convention européenne des droits de l'homme, pour s'assurer en fait qu'il y ait un cadre basé sur les droits humains, la démocratie et la règle de droit. Alors, manifestement, il y a un manque de volonté politique. Donc, je réitère encore ça. Il est quand même absolument nécessaire que le Parti socialiste inscrive ça et qu'on arrête de sortir systématiquement la réponse qui est oui, c'est en cours, ça avance. Et ça fait 11 ans maintenant. Et tant qu'à faire, si on peut sortir aussi à peu près, le siège du Parlement, c'est un fait. Et il doit rester. Merci à toi. S'il n'y a pas d'autres interventions, notamment féminines, parce qu'on n'a pas été totalement parlementaire pour les prises de parole de la salle, non. Donc vous avez 3 minutes chacun. Évidemment, vous ne pouvez pas répondre chacun à toutes les questions, donc je pense qu'il y en a qui sont plus proches de vos compétences, de vos engagements. Qui veut démarrer? Yves? Oui, bonjour et merci pour toutes ces questions. Je ne serais pas aussi pessimiste sur l'europhobie des Français et des Européens. L'europhobie, c'est détester tellement l'Europe qu'on la quitte. Je dirais, dans la position qui est la mienne, que je vois beaucoup d'euroscepticisme en France. Il y a aussi quelques europhiles, je les connais quasiment tous par leur prénom, mais il n'y a pas une majorité d'europhobes en France. Je crois que le Brexit va rester une exception, et d'ailleurs ça rendra l'exceptionnalité de ce pays. Je crois que le Brexit va être un contre-exemple. On se donne rendez-vous en janvier, on verra ce qu'il en sera. Et donc je crois que ce qui domine en Europe aujourd'hui, en France je l'ai dit, c'est l'euroscepticisme. C'est ça, dans d'autres pays d'Europe, mais ce ne sont pas les mêmes euroscepticismes. Et c'est bien ça la difficulté que nous avions. J'ai parlé tout à l'heure du défi démocratique. Il faut démocratiser l'Union européenne. J'avais écrit des livres là-dessus depuis assez longtemps. Mais ce qui me frappe moi, depuis une dizaine d'années, c'est la division entre les peuples d'Europe. Entre les peuples. Et c'est malheureux de constater. Ce sont des divisions comme des racines démocratiques. Regardez, dans le débat budgétaire, on peut en penser ce qu'on veut, mais bien sûr, je dirais que les autorités françaises étaient à peu près en phase avec le peuple français pour demander ce plan de relance, même si le Front National et d'autres le contesteront. Mais de l'autre côté, prenons un exemple, Mark Rutte aux Pays-Bas, il faut le dire, il était en phase avec son opinion publique. N'oublions pas, la France a voté non en 2005, les Pays-Bas aussi, c'est l'autre pays du non, pas seulement l'autre pays du fromage, mais c'était pas le même nom. Et donc je crois qu'il faut qu'on le sache, nous Français, on n'est quand même pas n'importe quel pays parmi les 27, un pays puissant, qui a des idées, qui avance, qui a des relais, Parlement, Conseil, partout. On doit défendre une Europe qui correspond à nos intérêts et à nos valeurs, mais il faut faire des compromis avec d'autres peuples. Je ne crois pas que les Français souhaitent en sortir. Marine Le Pen a appris à ses dépens que les Français n'étaient pas europhobes, d'ailleurs même elle le propose. Et donc je crois qu'il faut arriver à trouver des solutions pour, je dirais, déjouer, limiter ces euroscepticismes. Et c'est là où on peut être positif. On a parlé du pacte vert européen, on a parlé du plan de relance. Je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction du point de vue de l'opinion publique française. Je crois plus largement que si on parle davantage de l'Europe dans le monde, du monde, on va parler du tiers-monde, du monde, cette idée que l'Europe va davantage agir au niveau international, parce qu'il y a beaucoup de défis, le défi climatique c'en est un, la dérégulation financière, on en parler, mais évidemment le terrorisme islamiste, l'agressivité russe, l'instabilité partout autour de nous, Donald Trump, la montée en puissance de la Chine, tout ça, ça donne un sens à l'Union européenne, l'Union fait la force, qui est assez conforme à l'idée française.
Parce qu'on voit bien, même dans nos discussions, même si Jacques Delors a fait aimer le marché unique, il y a une forme d'euroscepticisme français vis-à-vis du marché. L'Europe n'est pas qu'un grand marché. C'est déjà pas mal que ce soit un marché entre nous. Et quand on referme des frontières, ça porte tort à nos exportateurs, ça porte tort à nos frontaliers. Dans ces 50 000. Et on voit bien que dans notre pays, on voudrait que ça soit autre chose. L'Europe puissance. Je dirais que, pour ne pas désespérer Billancourt, je salue le militant de Boulogne qui était là, on est plutôt dans une phase pas idéale, tout ne sera jamais rose, mais qui est plutôt favorable. Donc moi, le Frexit, je ne crois pas du tout. Je crois que la France doit défendre ses intérêts et ses valeurs en Europe, qu'elle en a les moyens, et qu'à l'intérieur de ce combat, l'Union est un combat, c'est comme l'Union de la gauche, l'Union européenne, c'est un combat. Il y a un rôle qui est assigné à ce parti, qui est celui de François Mitterrand et de Jacques Delors, en fond, et puis en Europe, et d'autres qui ont déjà cité. Et que, voilà, on ne faut pas désespérer, voilà ce que j'ai envie de dire. Merci. Sylvie. Dans la même veine, quand on discute souvent avec certains interlocuteurs du PS, on reproche souvent de voir le verre plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous l'aurez compris tout à l'heure. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on donne une vision idyllique ou éthérée ou irréelle de l'Union européenne. Il faut qu'on ait les pieds bien ancrés. Et c'est pour ça que j'utilise et qu'on utilise dans la délégation les termes d'exigence, de combativité et de projet. Parce que c'est comme ça aussi qu'on a une dynamique commune qu'on essaie de communiquer. Donc on va continuer de rassembler autour de nos idées, autour de nos propositions. Et notre combat, pardon si ça n'a pas été suffisamment explicite, notre combat sur le plan de relance, ça n'est pas seulement de parler de demain ou d'après-demain ou des années qui viennent, c'est aussi de faire en sorte que ce plan de relance s'adresse à la vie réelle, maintenant aux difficultés actuelles. Et c'est ça aussi notre distinction dans le triptyque économie, écologie, sociale. C'est notre identité à faire valoir sur la dimension sociale et sur l'application immédiate dans la vie des gens de l'Union européenne et de ses programmes. Et c'est ça notre distinction de socialistes et de sociaux-démocrates. Donc on n'hypothèque pas l'avenir, on agit aussi pour que le soutien et l'aide arrivent directement auprès des plus vulnérables. Schengen n'est pas mort, mais il est quand même très malade. Il est très malade parce qu'on a une totale absence de solidarité dans l'Union. Ça, c'est un sujet pour soi. Je ne fais pas plus long. Totale désorganisation dans les fermetures de frontières, totale désorganisation dans la réouverture de frontières. Donc, je pense que si on doit sauver Schengen, il faut qu'on en revienne au principe de base. Frontières extérieures gardées, frontières intérieures libres, pour faire vite et sans doute insuffisamment précis. Et dernier point, pour rester dans les quelques minutes, sur le changement de mode de scrutin, moi je vous avoue franchement que j'étais partisane et militante du changement du mode de scrutin pour aller sur une liste nationale parce que j'étais convaincue et je pense que les faits m'ont donné raison, qu'il y avait une dimension politique, un combat politique européen qui se jouait au travers d'une liste européenne et que la fragmentation par région dévoyait cette dimension politique. Sauf que le résultat n'a pas été forcément, c'est pas qu'on puisse dire, en faveur de notre politique. Mais ça n'hypothèque en rien l'avenir. Mais malheureusement, je dois constater effectivement que la promesse de proximité qui n'était déjà pas réelle dans le scrutin antérieur, avec des régions qui, comme la mienne, comptaient 17 millions de personnes, donc la proximité, n'en parlons pas, est encore amputée et que c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, d'être présent sur le terrain. Si j'ai un conseil ou une orientation à donner, tous les élus socialistes, tous les militants socialistes sont porteurs des valeurs européennes et des idées européennes. Donc il n'y a pas que vous, députés européens, pour défendre sur le terrain et pour argumenter. Vous êtes tous les vecteurs de cela, vous êtes tous les moteurs de cela. Et le Parti socialiste français doit se donner les moyens, je suis très solennelle là-dessus, pour que les questions européennes ne soient pas quelques minutes ou quelques semaines avant la désignation sur une liste à l'élection européenne, et que ce soit 365 jours par an, l'Europe et les socialistes. Denis, ensuite Isabelle, c'est ça? Par rapport à la question de l'Europe, est-ce qu'il faut la détruire pour la reconstruire? Je me souviens qu'à l'époque, que dans ce pays, c'était un slogan qui était souvent utilisé, c'était « sous les pavés la plage ».
Effectivement, les pavés, c'est aujourd'hui, c'est cette route qui est très compliquée. Ça fait un peu, en disant, pour les cyclistes et tout ça, quand il y a des courses cyclistes dans le nord, il y a des pavés. Effectivement, la route, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile. Mais le grand risque, c'est que si tu détruis aujourd'hui cette maison de l'Europe, on ne va pas la reconstruire. Parce que ce serait naïf de penser qu'on peut faire table rase et on revient. On est réformateur, et je suis social-démocrate parce que j'ai vu aucune révolution qui n'a pas coûté du sang et des têtes, et c'est pour ça que je suis convaincu, c'est qu'on a la possibilité de réformer, mais ça demande de grands efforts. Clarification au sein de notre famille politique, déjà pour commencer. Deuxièmement, clarification aussi dans le mouvement syndical. La direction, elle est très pro-européenne en règle générale. La base, elle est très limitative pour des bonnes raisons, pour de très très bonnes raisons. Moi, je me souviens, le premier congrès où on a parlé de l'Europe sociale en Allemagne, c'était 1974. C'était Willy Brandt qui a fait campagne pour l'Europe sociale. Ça nous rend malade aujourd'hui de penser le temps qu'on a perdu sur cette question-là. Mais effectivement, on a des moyens. Et le troisième élément, c'est pas le film dont je parle, le troisième élément, c'est quand même, c'est la société civile et le mouvement européen. Et il y en a plein d'autres réseaux et dont j'avais la responsabilité de les représenter aussi sur le plan européen vers les institutions. Et je les ai toujours engueulés. Je dis que c'est bien beau de jouer le lobbyisme en direction des institutions, mais qu'est-ce que vous faites dans les pays respectifs à mobiliser votre propre base? Vous les connaissez, il faudra pas vous le bureau de représentants, voilà, européens convaincus, mais où sont? La Ligue de l'enseignement a commencé, le débat n'est pas évident, il n'est pas facile. D'autres réseaux pareils, il faut les mobiliser, il faut les titiller, il faut les défier. La question du Parti socialiste européen et les militants, je crois que c'était une excellente idée à l'époque de Paul Rasmussen de mobiliser les activistes pour aussi ancrer le débat européen au sein des partis. Dans mon parti, quand il y a campagne européenne, il faut convaincre les militants de base. Ils sont pour l'Europe, oui. Quand il y a un débat sur une place des marchés, c'est vraiment des arguments, c'est pas évident. Et là, aujourd'hui, je crois, effectivement, c'est un débat. Moi, je ne peux pas répondre pour le parti, mais je crois qu'on ne fait pas, on n'utilise pas suffisamment cette possibilité de lien. La question de l'Afrique et de la défense, on va revenir une autre fois là-dessus. Le dernier point, une bonne anecdote, je te l'ai déjà dit avant, puisque tu parlais de la taxe de transactions financières. Le groupe social-démocrate, dans l'avant-dernière législature, a fait campagne. On doit avoir encore des stocks de Huawei, des pins, j'en ai 3 à la maison. Mais pour le débat franco-français avec cette gauche que je critique contre l'Europe, rappelons-nous quand même un petit fait historique, c'est qu'au Parlement européen, quand il y avait le premier vote sur la taxe Tobin, à l'époque, ça s'appelait la taxe Tobin, pourquoi il n'y avait pas de majorité? Parce qu'il y avait les trotskistes français, avec celles qui utilisaient toujours la mobilette, avec la grillée, qui votaient contre parce qu'ils ne voulaient pas reformer le capitalisme. Voilà, un bon souvenir historique. Je n'en reste là, et bon courage pour défendre les économies. Et là, je vous demandais d'être très court, parce que normalement, 11 heures, on doit arrêter. Oui, l'Europe c'est un combat, et c'est un combat aussi de connaissances. C'est-à-dire qu'on a été par moments sans doute très techno. On a parlé de choses un peu compliquées, de semestre européen, de ressources propres. Et ressources propres, c'est effectivement, à mon avis, l'une des principales avancées des négociations qui se sont faites ces dernières semaines. C'est-à-dire que pour l'instant, l'Europe fonctionne à 90% par le chèque de chacun des États membres. Pierre l'a un peu dit. Cette question des ressources propres, ça veut dire vraiment qu'il faut que l'Europe ait un budget qui soit alimenté par une espèce de taxe qui soit partagée par l'ensemble des pays et que ce n'est pas le citoyen qui va la payer. C'est les taxes GAFA sur tout ce monde qui s'est d'ailleurs vraiment enrichi là, pendant le Covid. Eux n'ont pas souffert du Covid. C'est la taxe sur les plastiques. Voilà, l'imagination est sans frontières pour trouver des taxes. Mais franchement, le marché unique, c'est une richesse. C'est vrai, c'est une richesse collective. Il ne faut pas le jeter aux orties en disant oh, c'est du libéralisme, etc. Et c'est l'occasion d'avoir des ressources qui soient collectives et que l'Europe ait un véritable budget. Et
vraiment, on ne peut pas. On a beaucoup parlé budget. On ne peut pas faire de politique sans parler budget. Je suis désolée, il faut s'engager là-dessus. C'est absolument important. C'est un acte politique, le budget. Et les ressources propres, c'est une avancée majeure. Ensuite, il y a la question du repli. Oui, ça, l'Europe est constamment à la frontière, enfin toujours au risque de l'égoïsme des États membres. Et ça, cette espèce de nombrilisme, moi je suis confiante parce qu'il y a quand même, dans le réformisme dont tu parlais, il y a progressivement une montée en puissance du Parlement européen. Oui, il y a une politisation et on voit qu'on va y arriver. Moi je suis sûre qu'on est sur la bonne voie pour que cette Europe soit plus politique et donc plus telle qu'on l'attend. Mais encore une fois, cet égoïsme des États membres, ne le reproduisons pas, nous, à notre échelle, en demandant que l'Europe, elle soit exactement celle que moi, socialiste français, je veux. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est 27 pays. L'opinion publique, tu l'as dit, elle n'est pas la même en France qu'aux Pays-Bas ou en Suède. Donc acceptons, c'est pas un gros mot, cette idée de compromis. L'Europe, elle doit avancer que si on arrive à se mettre d'accord. Il faut ne pas dire elle n'est pas comme je veux, donc je n'en veux plus. Ce serait vraiment la catastrophe annoncée. Merci Isabelle. Pierre. Merci Isabelle. Sylvie l'a dit, on se bat pour l'Europe dans 30 ans, mais aussi pour l'Europe dans quelques semaines. On ne peut pas accepter quand Emmanuel Macron dit qu'il y aura sans doute 800 000 chômeurs ou 1 million de chômeurs en plus. Hier, on avait atelier avec Vincent, le chômage fait 15 000 morts chaque année en France. On ne peut pas accepter la flambée du chômage. Les syndicats allemands, la semaine dernière, ont relancé le débat sur la semaine de 4 jours en disant qu'il faut travailler moins pour licencier moins. C'est un sujet tabou en France, mais en Allemagne, en 2009, il y a 1 500 000 salariés, 1 500 000 salariés qui ont profité du court travail, travailler moins pour licencier moins, et ils gardaient 97% de leurs revenus. Donc, est-ce qu'au lieu d'accepter des licenciements massifs, et dans l'article qu'on a fait avec Sylvie, avec Eric, avec Olivier Faure, il y a 1 an et demi, quand on était en campagne électorale, on disait on va vers une crise économique, il faut éviter un maximum de licenciements et mettre en place de travailler moins pour licencier moins. Certains pays peuvent se le payer tout seuls, d'autres auront besoin d'une aide européenne. Donc j'ai pas eu le temps de le lire tout à l'heure, mais parmi les urgences, on travaille avec Nicolas Schmitt, le commissaire aux affaires sociales, qui est un socialiste luxembourgeois. J'ai découvert que tous les luxembourgeois ne sont pas des banquiers. Nicolas Schmitt est un mec super solide, super social, sadique, vraiment même anti-comité de la pauvreté et de la précarité. Si on demande des dizaines de milliards en plus, c'est que dès le mois de janvier prochain, on puisse dire aux entreprises, au lieu de licencier, vous gardez tout le monde, on baisse le temps de travail et on maintient 95 ou 97% du revenu. La France et l'Allemagne sont assez riches pour le faire toutes seules immédiatement, et d'autres pays ont besoin absolument d'une aide européenne. Et là aussi, Roosevelt, dans son New Deal, avait mis en place un système fédéral qui aidait les territoires pour éviter que les gens tombent au chômage, éviter que les chômeurs tombent dans la pauvreté. Roosevelt l'a fait en 33-35 et c'est encore plus nécessaire aujourd'hui. Donc la question du financement, tu l'as dit, le budget c'est pas un truc technique. Il y a très peu de députés qui viennent à la commission des budgets, ils ont peur que ce soit trop techno. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on veut de l'argent pour la recherche, pour la culture, pour l'emploi, pour le climat, pour isoler les maisons, si on veut rendre obligatoire l'isolation des bâtiments, Emmanuel Macron n'a pas voulu reprendre la demande de la Convention citoyenne de rendre obligatoire tous les travaux d'isolation. C'est parce que si on demande à chaque famille ou à chaque village de payer l'isolation, on aura des millions de gilets jaunes. Par contre, si on peut dire que l'Europe, avec le logo de l'Europe, finance la moitié de la facture, que chaque famille, chaque village aura un chèque de l'Europe pour financer la moitié des travaux d'isolation, là on peut le rendre obligatoire, là ça crée des emplois, et ça donne du pouvoir d'achat. Tu viens de Sylvie à Grenoble, on a vu un monsieur qui dit on a isolé mon HLM, c'est plus confortable, je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Un monsieur qui vit dans un HLM qui dit l'isolation des bâtiments c'est bon pour la planète, c'est bon pour les créations d'emplois, et je gagne moi pour ma famille 800 € de pouvoir d'achat chaque année. Et aucun pays tout seul ne pourra mettre en place le vrai plan climat, on se bat là-dessus. Sur la question du tiers-monde, je sais qu'on ne l'a pas oublié, moi j'ai dit que je ne pouvais pas voter un budget, c'est pas 100 milliards de plus, tout ça a été expliqué, donc je parle vite sinon Christophe va me couper. Vous pouvez prendre le petit rien, c'est gratuit à la sortie, vous prenez le petit bouquin qui explique ça, on parle plus lentement pour moi. On veut 40 milliards de plus pour le co-développement. On veut un budget européen qui a au moins 100 milliards de plus, et dans les 100 milliards, on dit bien qu'il faut 40 milliards, que l'Afrique et l'Europe, c'est deux continents, mais c'est un même avenir. L'Europe est le premier responsable du dérèglement climatique, et c'est en Afrique qu'on souffre le plus. Donc il est bien prévu chaque année 40 milliards avec une nouvelle gouvernance aussi, une application de la société civile, en mettant comme principale condition à ces 40 milliards supplémentaires, une application de la société civile. Dernier point sur la révolution. Il y a quelques années, aux entretiens de Munich sur la sécurité, il y a le patron de la Deutsche Bank, c'est pas Podemos, le patron de la Deutsche Bank disait si on voulait relancer les mouvements terroristes, il faudrait continuer comme ça.
toujours plus d'argent pour les banques et moins pour les services publics. Le patron de la Deutsche Bank disait on va vers une colère qui monte. Le 18 juin, la Banque Centrale Européenne a créé 1308 milliards donnés aux banques sans aucun contrôle à taux négatif. Je vous rappelle quand Nicolas Hulot a démissionné, il voulait 7 milliards chaque année. Et Bruno Le Maire a dit 7 milliards c'est trop. Et là, en une journée, 1300 milliards donnés aux banques, c'est pas pour rien si les marchés financiers sont à niveau. Est-ce qu'on peut donner 1300 milliards aux banques à taux négatif sans aucun contrôle et dire qu'il n'y a pas d'argent pour le système de santé, pour les retraites? La colère, elle sera justifiée si on n'arrive pas à faire bouger les choses. Donc les amis, merci. Prenez le petit bouquin, on a 3 mois fondamentaux pour gagner la bataille, les 3 mois qui viennent sont fondamentaux. Merci. Merci bien. Un mot de ma part sur le congrès du PSE. On ne sait pas quand il aura lieu, parce que le Covid désorganise tout, donc on espère au premier semestre 2021 en Allemagne. Je crois que les débats de ce matin montrent qu'il y a des axes quand même assez clairs à défendre. Il faut qu'on investisse pour comprendre ce qui se passe à l'Est, en Scandinavie, et qu'on mène la bataille sur le respect de l'état de droit, pour être de plein pied dans le débat de l'ensemble des progressistes européens, et pas centré sur nous-mêmes. 2, il faut qu'on se batte pour le rassemblement des gauches écologistes. 3, qu'on élargisse les brèches, mettre le rouge dans le vert sur le Green Deal, mettre un impôt européen sur les bénéfices, mais aussi la contribution carbone des frontières. C'est de la justice et c'est de l'emploi pour tout le monde. Et puis 3, il faut qu'on revienne à un militantisme européen et que le PSE mène à nouveau des campagnes militantes à l'échelle de l'Europe en lien avec la société civile européenne pour faire avancer nos idées et créer des rapports de force. C'est indispensable, surtout si on veut parler d'impôts qui passent par un consentement des peuples et qui ne peut pas être une discussion simplement à Bruxelles. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent au sein du PS français, mais comptez sur moi pour qu'on soit engagé dans ces directions-là. Donc merci à vous d'avoir participé, merci à l'ensemble de nos intervenants et bonne suite de l'université.